Le front de terre avance très bien. Les concessionnaires et les techniciens se dédoublent pour respecter sa livraison dans les délais. Bonjour et bienvenue. Nous débutons cette édition par la feuille d'audience du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Le président de la République a reçu hier le représentant du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao, est venu s'inquérir de la situation politique du Sénégal. Tout en saluant la tradition de dialogue du pays, il invite le président Macky Sall à privilégier la concertation pour trouver la meilleure formule. Le voici à sa sortie d'audience. Je tiens d'abord de remercier son Excellence le Président pour m'avoir reçu et on parlait sur la situation politique du pays. Nous avons salué tous les efforts en marche pour préserver la paix et la stabilité du pays. C'est vrai que la situation est complexe et délicate, mais il faut toujours faire des efforts pour préserver la paix et la stabilité du pays. Le Sénégal, c'est un pays très important, pas seulement pour la région, mais aussi pour le continent, l'Afrique, parce que c'est un pays qui a su toujours trouver des moyens sages pour surmonter les défis politiques du pays. Et ça inspire d'autres pays, à savoir que c'est toujours possible de trouver des solutions réalistes, négociées pour le développement du pays. Donc nous avons encouragé le président à continuer à faire des efforts pour trouver des formules réalistes, faisibles et dans la loi, dans la Constitution, pour surmonter les difficultés de moment, de parcours. Voilà donc le représentant du secrétaire général des Nations Unies et chef de bureau pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le Sénégal est un pays qui compte beaucoup pour l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Propos de la secrétaire générale Louise Mouchikouabo a été également reçue par le président de la République Macky Sall. Elle a réaffirmé la disponibilité de l'OIF à accompagner le Sénégal dans le processus. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Le Sénégal est un pays qui compte beaucoup pour l'organisation que je représente. L'OIF, en fait, doit son existence en grande partie à un grand homme d'État sénégalais. Le Sénégal est le pays d'un des 4 fondateurs de notre organisation. L'organisation a été dirigée par un autre grand homme d'État sénégalais. Et donc, c'est un pays qui, pour la francophonie, le Sénégal était vraiment un pays vital, et dans sa création, et dans le travail qui se fait aujourd'hui, y compris le soutien du Sénégal à la transformation qui s'opère au sein de l'OIF. J'ai tenu à me rendre ici pour avoir un échange, c'est vrai, long, direct avec le président de la République, pour comprendre, d'abord pour l'écouter sur tout ce qui se dit, ce qui s'écrit, les intentions qu'on lui prête, les différentes interprétations de la crise actuelle, mais surtout, puisque les étapes qui suivent à partir de la décision du Conseil constitutionnel, puisque c'est maintenant entre les mains de l'exécutif, l'organisation des élections, les échéances, c'était important. Et aussi pour exprimer la disponibilité de l'OIF à accompagner. Mais nous avons pleinement confiance dans le peuple sénégalais qui a montré à plusieurs reprises une grande maturité politique et puis surtout la confiance que nous avons dans le fait que seuls les Sénégalais seront ceux qui vont apporter l'apaisement qu'il faut, parce que nous souhaitons très sincèrement et nous espérons que
cette période tourmentée va progressivement s'apaiser, bien sûr en s'appuyant sur les textes fondamentaux du pays, la loi électorale, la Constitution et surtout la bonne volonté des hommes et femmes politiques de ce pays. Voilà, donc c'était Louise Mouchikwabo de l'OIF, reçue en audience par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. C'est la feuille d'audience du chef de l'État. Le garde des Sceaux, je vous le disais, ministre de la Justice, a fait face à la presse hier après-midi pour évoquer l'actualité politico-judiciaire. Il s'agit notamment de la libération de 344 détenus. Pour le ministre de la Justice, au-delà de l'idée d'apaiser le climat politique et social affiché par le chef de l'État, le code de procédure pénale a été respecté dans ses élargissements par la hiérarchie. Lamine Touré, compte rendu. Une première depuis sa prise de fonction le 9 octobre dernier. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait face à la presse sur une question d'actualité. 344 détenus ont été libérés dans un contexte d'apaisement sur la scène politique nationale. Et le président de la République, partant du constat que notre stabilité politique et sociale devrait être sauvegardée au prix de tout, parce que c'est la chose que nous avons en commun, et c'est la chose la plus chère que nous partageons et que nous avons en commun. Le président de la République a décidé, à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 7 février, et vous en avez fait déjà le commentaire, a décidé de donner instruction au garde des Sceaux que je suis pour prendre, et je le cite, toutes les mesures nécessaires afin de pacifier l'espace public. Voilà quelle a été la mesure ou l'instruction que Monsieur le Président de la République a confiée au garde des Sceaux que je suis. Et cela vient conforter déjà ce que nous étions en train de faire comme travail. Ces détenus bénéficiaires de la liberté provisoire ont été arrêtés dans le cadre de manifestations non autorisées. Nous sommes dans une situation politique. Ces personnes avaient été arrêtées pour des raisons politiques, que ce sont même des détenus politiques. Et maintenant encore, pour des raisons politiques, on a décidé de les libérer. Cela est faux. Cela est complètement faux. Et je m'inscris en faux contre ces assertions. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Peut-être qu'elles avaient leur volonté politique qu'elles voulaient démontrer. Peut-être qu'elles avaient un camp politique auquel elles appartenaient. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Dans cette conférence de presse, il a été question de réaffirmer l'indépendance de la justice. Autrement dit, le code de procédure pénale a été respecté dans ces élargissements. Nous n'avons jamais libéré de façon arbitraire, de façon massive, les personnes parce que la politique nous l'a exigé. Loin de là. Toutes ces personnes qui ont été libérées l'ont été à la suite de dossiers que les procureurs ont examinés cas par cas. Il n'y a pas eu de porte ouverte ou de façon massive, on a dit aux gens, maintenant, ça n'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Cela n'est pas vrai. Chaque dossier a été étudié. Les procureurs ont dit ils ont étudié le profil pénal de la personne. Ils ont pesé la gravité des actes qui ont conduit cette personne en prison. Et ils se sont dit, pour cette personne-là, oui, je pense que pour aller dans le sens de l'apaisement souhaité par le président, nous pensons qu'elle mérite d'être libérée. Ces élargissements judiciaires vont se poursuivre, dira le ministre de la Justice. Les dossiers seront étudiés cas par cas pour se conformer à la loi dans cette volonté d'apaisement exprimée par le chef de l'État. Nous restons avec le garde des Sceaux. La libération des détenus a respecté toutes les procédures de la loi pénale sénégalaise. Maître Aïssata Tall Sall réfute le qualificatif de détenu politique. Nous écoutons le ministre de la Justice. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Peut-être qu'elles avaient leur volonté politique qu'elles voulaient démontrer. Peut-être qu'elles avaient un camp politique auquel elles appartenaient. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Pour toutes ces personnes
il y avait des délits de droit commun que les juges fondent sur le code pénal sénégalais pour pouvoir les emprisonner. Donc, c'est pour réfuter, comme je l'ai toujours fait, le qualificatif de détenu politique. Maintenant, je reviens à la loi. Nous n'avons jamais libéré de façon arbitraire, de façon massive, les personnes parce que la politique nous l'a exigé. Loin de là. Toutes ces personnes qui ont été libérées l'ont été à la suite de dossiers que les procureurs ont examinés cas par cas. Il n'y a pas eu de porte ouverte ou de façon massive, on a dit aux gens, maintenant, ça n'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Cela n'est pas vrai. Chaque dossier a été étudié. Les procureurs ont dit ils ont étudié le profil pénal de la personne. Ils ont pesé la gravité des actes qui ont conduit cette personne en prison. Et ils se sont dit, pour cette personne-là, oui, je pense que pour aller dans le sens de l'apaisement souhaité par le président, nous pensons qu'elle mérite d'être libérée. Donc, il n'y a jamais eu de libération massive, il n'y a jamais eu de libération à la tête du client. Et tout cela, nous le fondons sur le code de procédure pénale qui permet au procureur de la République, lorsqu'il pense que la personne mérite de bénéficier d'une liberté provisoire, de ne même pas attendre son avocat. Il peut le faire lui, le procureur. Il est l'avocat de la société. Si cette personne fait partie de la société, le procureur peut être son avocat s'il l'estime nécessaire. Je le dis parce que j'ai vu quelqu'un dire, moi, mon avocat m'a dit que je pouvais être libéré le 7 mars. Mais on m'a libéré avant. Oui, si le procureur est plus rapide que son avocat, il ne va pas pleurer pour ça, non? Donc, le procureur étudie le cas, il regarde le dossier et il se dit, je pense que celui-là, il mérite d'être libéré. Mais le procureur ne libère pas. Le procureur dépend des instructions, effectivement, que le ministre lui donne. Mais quand on a fini de donner les instructions, à qui s'adresse le procureur? Il s'adresse à un juge d'instruction qui, lui, ne reçoit pas mes ordres. Je ne peux pas. Qui, lui, est indépendant et autonome. Si le procureur lui dit, monsieur le juge, je vous demande la libération de monsieur X, le juge demande, regarde, est-ce que monsieur X mérite d'être libéré? S'il mérite d'être libéré, alors il le libère. S'il ne mérite pas d'être libéré, il dit au procureur, je refuse la demande que vous m'avez adressée. Ce monsieur restera en prison, malgré que vous, procureur, vous l'avez demandé. Voilà comment marche la loi pénale au Sénégal. Et rien de ce qui a été fait pendant ces jours n'est venu en contravention de la loi pénale. Tout a été mis dans le cadre de la loi. Apaisement, oui, mais apaisement en respectant nos procédures, en respectant nos lois, parce que le Sénégal est un État de droit et est un État qui marche selon la loi et qui lui-même est sous le coup de la loi. Et enfin, cette décision indique que Maître Aïssata Tall Sall est antérieure à l'actualité de ces derniers jours. Elle souligne que la question du désengorgement des prisons et de la pacification de l'espace social a toujours été une option de l'État. Nous écoutons Maître Aïssata Tall Sall. Le contexte, c'est qu'ici au Sénégal, nous sommes dans un moment politique très intense. Nous sommes dans un moment politique où les prises de position, où les commentaires, où les décisions, où les actions sont regardées, pesées, sous-pesées et jugées à l'aune des circonstances et de la situation politique. Parce que la situation, elle est importante. J'allais même dire, elle est grave, pas dans le sens où c'est dangereux. Elle est grave dans le sens où c'est une situation politique qui est solennelle. Le Sénégal doit se choisir un président de la République. Et pour cela, peut-être avant cela, mais surtout à cause de cela, nous avons eu une scène politique particulièrement agitée. Elle a été tellement agitée qu'elle a failli, je dis bien elle a failli, porter atteinte à notre stabilité sociale et nationale. Et le président de la République, partant du constat que notre stabilité politique et sociale devrait être sauvegardée au prix de tout, parce que c'est la chose que nous avons en commun et c'est la chose la plus chère que nous partageons et que nous avons en commun. Le président de la République a décidé,
à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 7 février, et vous en avez fait déjà le commentaire, a décidé de donner instruction au garde des Sceaux que je suis pour prendre, et je le cite, toutes les mesures nécessaires afin de pacifier l'espace public. Voilà quelle a été la mesure ou l'instruction que Monsieur le Président de la République a confiée au garde des Sceaux que je suis. Et cela vient conforter déjà ce que nous étions en train de faire comme travail. Rappelez-vous, j'ai pris service comme garde des Sceaux le 9 octobre, où le professeur Ismaël Madior Fall m'a passé les services. On était d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères. Rappelez-vous alors de ce que j'avais dit. J'avais dit à l'époque que 2 sujets m'importent et que j'allais y travailler avec ardeur et avec conséquence. La première, c'est d'abord de désengorger les prisons. Et monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Diagne, est ici présent avec nous. Et ensemble, lui et les procureurs, depuis ce jour 9 octobre, nous y travaillons sans relâche. Comment faire de telle sorte que nos prisons soient désengorgées. La deuxième chose que j'avais dite du moins, c'est de lutter contre les longues détentions. Et le procureur général de Dakar, le procureur de la République, le délégué du procureur de Pikine sont là pour le témoigner, ainsi que tous les directeurs qui sont au ministère de la Justice. Pour rappel, et vous étiez là encore, au mois de décembre, le 21 décembre, nous avons tenu ici à Dakar la conférence nationale des parquets où tous les procureurs du Sénégal, et je profite de cette occasion pour saluer et renouveler ma confiance à l'ensemble des parquetiers du Sénégal, tous les procureurs généraux, celui de Dakar qui est ici présent, mais également celui de Kaolack, celui de Saint-Louis, celui de Tambacounda, celui de Saint-Louis, je l'ai dit, Tambacounda, et celui de Ziguinchor, de les saluer tous et de les féliciter ensemble avec leurs procureurs pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire dans l'application de la politique pénale telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Donc, je reviens à cette conférence nationale de tous les procureurs du Sénégal, dont le thème, rappelez-vous, était les longues détentions, la lutte contre les longues détentions. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que ce que le président de la République nous a demandé de faire dans une adresse solennelle à l'occasion du Conseil des ministres du 7 février, nous étions déjà en train de le faire et nous avions déjà commencé à le faire. Depuis le 9 octobre, ensuite le 21 décembre et enfin le 7 février venant de Monsieur le Président de la République. Et depuis lors, bien avant ces libérations auxquelles vous avez assisté ces dernières heures, depuis lors, nombre de nos compatriotes ont été libérés. Il se trouve que cette libération, peut-être, ou ces libérations ont été beaucoup plus massives. Mais depuis lors, nous sommes sur cette cadence de libérer les Sénégalais en donnant des conditions beaucoup plus douces que la détention, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, la mise en liberté provisoire, le port du bracelet électronique et les libérations conditionnelles s'il se trouvait qu'ils étaient déjà condamnés et qu'ils étaient en train de subir la peine de prison qui leur avait été infligée par le juge. Donc c'est pour vous dire que la volonté d'apaiser l'espace public est une ancienne volonté. Elle date d'avant octobre, mais surtout octobre. Elle date surtout de novembre, quand les parquetiers ont décidé de cela autour de moi et autour du ministre El Hadj Momar Samb, mais elle date enfin de façon beaucoup plus solennelle par cette décision de Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 7 février. Voilà, Maître Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice, qui faisait face à la presse hier. Sport, Coupe du Monde de Beach Soccer, les champions d'Afrique sont éliminés par le Japon. Score 6-4 au terme d'un match bien abordé par les Lions. Les Samouraïs bleus ont pris le dessus dans les dernières minutes. Les Lions quittent la compétition dès le premier tour. Fatoumata Savané. Fin de l'aventure pour les Lions de la plage. Les coéquipiers de Nuno Diatta se sont inclinés face aux Japonais sur le score de 6-4.
Les champions d'Afrique quittent le mondial après 2 défaites et 1 victoire. Et pourtant, le rêve était permis. Les hommes de Diallo ont ouvert le score et ont même eu une avance de 2 buts à 7 minutes de la fin. Les Samouraïs mettent la pression et arrivent à recoller au score. Après un 4-4, les Japonais poussent les Lions à commettre des fautes et à sortir de leur match. Ils auront gain de cause sur ce penalty, 5-4. Quelques instants plus tard, la balle de match était japonaise. Les Lions quittent ainsi la Coupe du Monde après avoir été 4e à la dernière édition. Une élimination précoce pour les septuples champions d'Afrique. Voilà, c'était donc les échos de la Coupe du Monde de Beach Soccer. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans cette édition. Voilà, et c'est pour parler du Saint-Ton de Carême avec l'Église qui célèbre le 3 mars prochain la journée Caritas à l'archidiocèse de Dakar. Une opération de levée de fonds va marquer cette journée. Les montants requis vont permettre de continuer à soutenir davantage les plus démunis, surtout en cette période de Carême. Mamadou Sakine. Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Ces paroles de Saint Grégoire le Grand rappelle l'importance de venir en aide aux nécessiteux. Telle est la vocation de l'ONG Caritas. Elle œuvre inlassablement au bien-être des démunis, surtout en ces temps de carême. Alors la Caritas a une vision, bien sûr, qui est de pouvoir prendre en charge le visage souffrant du Christ. Et quand on parle du visage souffrant du Christ, nous voulons intégrer toutes les formes de pauvreté. Et aujourd'hui, la pauvreté n'est pas seulement celui du ventre, celui de la misère, entre guillemets, mais il y a bien d'autres pauvretés qui, aujourd'hui, peuvent être prises en charge pour pouvoir aider l'homme à garder sa dignité de créature humaine. Au cœur de ce temps de carême, qui est, je le rappelle, un temps de solidarité et un temps de partage, la Caritas a ce qu'on appelle la journée Caritas. La journée Caritas va être mise à profit pour renforcer les ressources de cette entité de secours catholique. La période du carême est le moment favorable pour pouvoir penser à celui-là qui a faim, à cette démunie, à cette personne qui a besoin d'être soutenue. Et la journée Caritas est un moment favorable pour cette levée de fonds qui passera par l'organisation de la journée déjà, avec la prière en premier, puisqu'il s'agit d'abord de ça. Nous nous rapprochons et nous nous confions à Dieu d'abord, et puis ensuite, une organisation sur toute la journée qui permettra de lever des fonds. Ces ressources permettront d'aider les pauvres, mais elles vont servir aussi à financer d'autres secteurs. La situation d'action de la Caritas se déploie bien entendu dans ce qu'on appelle les situations d'urgence, comme quand il y a par exemple des cataclysmes ou quand il y a des inondations. La Caritas Dakar a énormément travaillé dans le cadre des inondations, dans le cadre de la prise en charge de l'immigration clandestine et bien d'autres secteurs dans lesquels la Caritas se déploie. Ainsi, la contribution des uns et des autres va élargir le champ d'action de Caritas au bénéfice de l'humanité. Voilà, et puis dans un instant, nous en venons à la rubrique Portrait. Voilà, et c'est pour parler du diocèse de Tambacounda, le plus vaste du Sénégal en termes de superficie avec plus de 75 500 km². Il compte environ 350 000 fidèles répartis entre Tambacounda et Kédougou. Depuis 2021, il est dirigé par Monseigneur Paul Abel Mamba, natif de Cabrousse en Casamance. Il avait servi déjà dans la région en tant que prêtre pendant 15 ans, de 1994 à 2006. C'est donc retour aux sources depuis 2021. C'est lui que Rome a choisi pour diriger ce diocèse. Portrait avec Tidiane Cissé. Monseigneur Paul Abel Mamba, 63 ans, évêque du diocèse de Tambacounda depuis novembre 2021. Lors de son installation en février 2022, le diocèse lui a réservé un accueil chaleureux. J'étais nommé ici le 4 novembre 2021.
venant de Ziguinchor où j'ai travaillé pendant 10 ans. Mes supérieurs de Rome m'ont demandé de revenir pour poursuivre la mission et j'ai accepté volontiers cette mission. Rien n'est impossible à Dieu pour Monseigneur Paul Abel Mamba. Après 15 ans de loyaux services en tant que prêtre dans la région, le natif de Cabrousse est rappelé à Ziguinchor où il occupe plus de 5 postes avant de revenir à Tambacounda. C'est un retour à la maison puisque comme prêtre, j'ai travaillé ici de 1991 en 2006. Comme prêtre de Ziguinchor, prêté au diocèse de Tambacounda. C'était sous la direction de Monseigneur Jean-Noël Diouf. Je ne me suis jamais imaginé qu'après j'allais être son successeur. Les défis pour Monseigneur Paul Abel Mamba sont immenses dans le plus grand diocèse du Sénégal en termes de superficie, 75 500 km². Tout le nouveau défi qui se pose, c'est au niveau de Kédougou, où il y a l'exploitation de l'or qui a attiré beaucoup de populations de la sous-région. Alors nous sommes en train de voir comment pouvons nous organiser pour pouvoir aller dans toutes ces zones-là, implanter des communautés sacerdotales et religieuses dans toutes ces zones-là pour que l'Église soit proche des fidèles. Après son installation à la tête du diocèse de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba a fait le tour du Sénégal oriental pour continuer la mission d'évangélisation auprès des 350 000 chrétiens que compte le diocèse. Tout de suite, la rubrique dossier. Et c'est pour parler de l'autopont de Front de Terre. Les travaux ont connu un niveau d'exécution très avancé, malgré certaines contraintes liées au réseau de certains concessionnaires du projet. Les techniciens font tout pour respecter les délais de livraison. Ibrahim Andor. Géant d'acier trône majestueusement sur les 2 voies de la Cité des Eaux. L'autopont de Front de Terre est en parfaite progression. Actuellement, l'avancée des travaux est à 70%, un taux qui en dit long sur le niveau d'exécution du projet. Sur le terrain, les techniciens sont à pied d'œuvre pour respecter les délais d'un ouvrage estimé à 14 milliards de francs CFA. Un autopont qui va permettre, en tout cas, de fluidifier le trafic dans cette zone de Front de Terre, qui est quand même un point assez stratégique sur les échanges entre l'autoroute et aussi à Dakar. Maintenant, c'est un pont qui va permettre de traiter 2 ronds-points à la fois. Il y a le rond-point de la gendarmerie et qui va aussi en même temps traiter le rond-point au niveau de l'intersection Bourguiba-Front de Terre. Le projet jouit de plusieurs composantes divisées en 2 phases. La première phase qui est constituée de fermer le rond-point de la pharmacie, à savoir le rond-point de la gendarmerie de Front de Terre, traiter, exécuter les travaux entre Notre-Dame de Liban jusqu'au rond-point de Bourguiba-Front de Terre. Depuis 3 semaines, on est sur la phase 2 qui consiste à faire les travaux entre le rond-point de Bourguiba-Front de Terre en allant vers EMG. L'ouvrage s'étend sur presque 600 mètres linéaires avec des caractéristiques spécifiques. Avec 12 travées. Donc là, on a fait 70% des travaux d'exécution de l'ouvrage. Il nous reste 2 appuis à faire, plus la culée. Donc la culée, c'est là où démarre la rampe. Des fondations solides dans un environnement hostile. C'est pourquoi la qualité est érigée en super priorité sous le regard des contrôleurs. Cette semelle où le coulage est fait avec du béton armé obéit à des procédures spécifiques avec des validations faites en amont dans des laboratoires. En premier lieu, on valide la procédure. Après, nous venons sur site pour prendre l'affaissement qui nous permet de voir la consistance du béton et aussi sa classe. Après, nous prenons des éprouvettes qu'on va faire. On va faire des écrasements à 7 jours, 28 jours, 90 jours pour voir l'évolution de la résistance du béton.
Dans l'exécution des travaux, les techniciens sont souvent confrontés à certaines contraintes inhérentes à l'existence de réseaux de concessionnaires. Le renouvellement du collecteur Anfan de l'ONAS et aussi le projet du dessalement de la SONES. Donc qui, en tout cas, occupait toute l'emprise de notre projet et qui, quand même, avant qu'on démarre nos travaux d'appui, nécessitait que leurs travaux puissent être faits, terminés et que l'emprise des fondations puisse être libérée afin qu'on puisse nous démarrer les travaux. Donc il y a aussi d'autres réseaux qui étaient là. On a eu quelques difficultés liées à la nappe, la présence de la nappe. Donc c'est pourquoi on a installé un système de rabattement de nappe. L'autopont traverse différentes communes avec beaucoup de commodités. Les riverains, comme ceux de la cité Bastos, ne cachent pas leur satisfaction. C'est un bijou, c'est un joyau, comme je viens de le dire. Vraiment, c'est venu au bon moment. Au début, on a eu des problèmes avec les entrées et les sorties, mais ils ont su gérer ça avec les gens de la cité, la compréhension, vraiment. Je tiens à remercier la population de Bastos qui a vraiment respecté les normes sécuritaires. C'est justement cette sécurité que les habitants espèrent voir renforcée de la part de l'entreprise. Nous assurer, par exemple, une sécurité pour les enfants qui fréquentent l'école, les enfants qui fréquentent le marché, ou bien nos mamans, pour des ralentisseurs et autres. Durant l'exécution de la première phase, certains responsables de magasins et autres commerces étaient obligés de s'adapter. On a utilisé notre vente en ligne, la majeure partie, parce que les clients ne pouvaient pas se déplacer. Donc on a pu chercher des livreurs pour leur livrer leurs commandes, tu vois. Mais si c'était à 100, à cette époque-là, on était à 25. Maintenant? Et maintenant, ça va. On peut dire ça va, pour l'instant. En plus, l'ouvrage, il a des avantages. Parce que, tu vois, avant, il y avait de la circulation. On ne pouvait pas bien nous voir. Pendant la nuit aussi, les gens peuvent venir s'asseoir sur les bancs publics. Dans le cadre de l'aménagement, les enfants, tout comme les jeunes, sont bien pris en compte. Nous sommes très contents de l'aménagement réalisé par AGEROUTE. La mise en service nous permettra de faire du sport sans problème. Un décor qui attire le regard pour un ouvrage considéré comme une solution au problème des embouteillages. Pour rappel, les embouteillages font perdre à l'économie sénégalaise plus de 100 milliards de francs CFA chaque année. Et c'est tout ce qui explique l'ambitieux programme de l'État du Sénégal, articulé autour des ponts et autoponts. Autre chose, après un départ forcé dû au conflit en Casamance, les populations de Samik dans l'arrondissement de Niagui sont retrouvées leur terre depuis 2005. Et malgré les 14 ans d'exil, les habitants n'ont pas oublié les coutumes ancestrales des Baïnouks. Aujourd'hui, le village qui manque d'infrastructures sociales de base survit grâce à l'agriculture. Michel Mendy, RTS 4 à Casamance. Niché dans la commune de Boutoupa à Kamarakunda, le village de Samik, situé à quelques kilomètres de la frontière avec la Guinée-Bissau, reste attaché aux valeurs ancestrales Baïnouk. Le village tire son nom d'une histoire de bravoure d'un sachet revenu de la Guinée-Bissau face au génie des lieux. Quand il est arrivé, on lui a dit que les lieux abritaient des génies. Il a répondu en disant « Laissez-moi m'installer d'abord, ensuite je verrai avec eux ». C'est de là qu'est venu le nom du village Samalika, qui veut dire l'essentiel que je me tienne debout. Et le blanc, quand il est venu, il a enregistré Samik, mais à l'origine, c'était Samalika. C'est ainsi que le village est né. Les premières maisons en paille ont pris forme. Aujourd'hui, l'agriculture est l'activité principale des habitants. Maintenant, ce sont les jeunes qui travaillent dans les activités agricoles. Ils sont dans les rizières, les champs et les jardins pour cultiver du riz, de la pastèque et du mil. Aujourd'hui, notre plus grand problème, c'est l'électricité. Des agents sont venus en repérage et jusque-là, nous attendons la réalisation. Mais il faut dire que nous avons reçu des tôles pour couvrir nos maisons. Nous avons aussi besoin d'une structure de santé et d'une case de tout petit.
Un village paisible où régnait l'harmonie avant la naissance du conflit casamancé. Mais comme beaucoup de localités de la zone, Samik va connaître l'exil en 1992. C'est en 1992 que nous avons quitté le village. Certains sont partis en Guinée-Bissau, d'autres à Ziguinchor, à Kamarakunda et à Kandjandi. À notre retour, nous avons trouvé toutes les maisons détruites. Ce sont les manguiers qui nous servaient de repères. Le village de Samik est l'un des villages Baïnoung qui reste ancré dans la culture traditionnelle. Les cérémonies initiatiques et funéraires sont bien conservées ici. La culture Baïnoung est très vaste. Il y a la circoncision. Ça, c'est une autre façon aussi, avec d'autres chants, d'autres danses. Mais ça, c'est une cérémonie pour rendre hommage à une personne qui décède et qui est à cet âge-là. C'est les jeunes qui sont vraiment initiés par la circoncision Baïnoung. Voilà l'image qu'on montre. Ce n'est pas à n'importe quelle couleur qu'on habille. Là, c'est les jeunes qui sont initiés qui portent ces couleurs-là. Donc ça, c'est des couleurs sacrées. Dans cet héritage bien préservé, il y a le kossé, un masque fait de feuilles de palmier qui est resté authentique malgré les âges. C'est de ce masque qu'est né le kumpo, utilisé aujourd'hui par d'autres ethnies. Le kumpo vient de Baïnoung. Mais comme que le kumpo est partagé par d'autres ethnies, le Baïnoung est resté avec le kossé. Ce kossé, ce masque, c'est rarement qu'il sort. C'est rarement, à des exceptions solennelles, que le masque-là sort, comme la cérémonie d'aujourd'hui. Exceptionnellement, le kossé ne sort pas à cette période, à cette heure-là. C'est toujours une nuit que les Baïnoung passent à danser, à communion avec les ancêtres et à faire des festivités sacrées. C'est ça le Baïnoung. Le masque est sorti ce jour pour célébrer les funérailles de Foudiena Dona Mané, une matriarche du village décédée à l'âge de 104 ans. C'est la seule tante qui nous reste dans le village. Et c'est dans toute la zone, elle est la plus âgée. Ensuite, c'est elle qui est la gardienne du bois sacré des femmes. C'est elle qui va de village en village pour réconcilier les gens. Donc c'est une grosse perte. Elle a droit à des funérailles dignes d'une guide accompagnée de chants et de danses traditionnelles. Hier, vous avez vu des vieux danser, des vieux chanter. Il y a des chants, c'est des prières. Il y a des chants, c'est pour rappeler les faits du village. Il y a des chants, c'est pour rappeler, n'est-ce pas, ce que la défunte a fait dans tout son cursus. Celle qui va remplacer la défunte en tant que chef du bois sacré des femmes sera choisie lors d'une conclave de celle-ci dans le bois sacré. Voilà, et puis après cet élément, nous retrouvons tout de suite Michel Mendy qui est en direct des Ziguinchor avec nous. Michel, bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour, cher Bamba. Oui, on vient de suivre cet élément très intéressant avec ces populations donc, de Samik, l'arrondissement de Niaguis, qui ont effectué le retour depuis 2005. Est-ce que depuis lors, ces populations ont retrouvé leur repère? Oui, il faut dire que depuis 2005, la majorité des populations est revenue sur place. Mais aussi, nous avons noté qu'il y a d'autres qui sont toujours dans les lieux d'exil, comme en Guinée-Bissau, comme en Gambie, comme à Ziguinchor, comme dans les autres villages alentours, comme dans la commune de Boutoupa à Kamarakunda. Donc, on peut dire que la vie reprend, sauf si jusqu'en 2018, il y avait aussi un autre événement qui avait marqué aussi le village. Des hommes armés avaient fait éruption dans le village voilà, pour faire des dégâts. Mais depuis lors, la vie tente de reprendre le souffle et les habitants sont dans des activités, surtout des activités agricoles.
juste pour, voilà, pour se tenir, pour avoir des revenus, pour pouvoir tenir vie. Michel Mendy qui était avec nous depuis Ziguinchor en direct. Et puis dans un instant, nous en venons à la rubrique invitée. Voilà, et puis notre invité, c'est Pape Ngor Ndiaye, ingénieur météo-prévisionniste, donc chef de service à l'ANACIM. Avec lui, nous allons parler de la poussière que nous avons notée pendant 2 jours. Donc la météo avait alerté. Pape Ngor, bonjour, vous êtes en direct dans cette édition du 13h. Bonjour, j'espère que vous me recevez bien. Bonjour à vous. Absolument, on vous reçoit très bien. Pape Ngor, voilà, tout d'abord, vous l'avez annoncé et c'est arrivé depuis hier, la poussière qui couvre pratiquement l'ensemble du pays et surtout à Dakar. À quoi est dû ce phénomène, Pape Ngor? Oui, effectivement, je pense que le constat est général. On a reçu pratiquement hier en début d'après-midi une dense couche de poussière qui a débuté pratiquement au nord-est du pays, entre Matam et Podor, et progressivement a commencé à envahir le ciel sénégalais, partant jusqu'au niveau des côtes sénégalaises, notamment sur l'axe Dakar-Saint-Louis. Donc c'est un phénomène qu'on a l'habitude de voir à pareille période de l'année et qui est la plupart du temps transporté par l'harmattan. Donc l'harmattan, vous le savez, c'est un vent qui est chaud et sec, qui nous vient du nord-est, donc un peu vers le désert du Sahara. Et à chaque fois que l'harmattan est un peu soutenu en termes de vitesse, ça pratiquement soulève pas mal de particules de sable du désert et le transporte vers les côtes ouest africaines. Du coup, c'est une dense couche de poussière qui est transportée par l'harmattan et qui nous arrive pratiquement sur le Sénégal. Ça nous ramène de la poussière, un temps chaud et sec, donc des températures plutôt élevées pendant cette période de poussière. Le constat général que nous avons fait, c'est qu'apparemment, il y a une fréquence de ces vagues de poussière, comme vous l'avez dit, qui nous viennent de ces zones-là. Mais est-ce que par le passé, il y avait ce phénomène? Est-ce que cela n'est pas, par exemple, dû au changement climatique? Parce que vu la fréquence et la récurrence à chaque fois, chaque trimestre, par exemple, on observe ce phénomène. Bon, disons que c'est un phénomène qui est assez fréquent à pareille période de l'année. Mais le constat aussi est que d'année en année, progressivement, on se rend compte que c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent. On le voit de plus en plus. Et on peut dire que cette année, le constat aussi a été général pour la période de fraîcheur. Pratiquement, on n'a pas connu de fraîcheur cette année au Sénégal. Il y a eu quelques jours où il a fait un peu frais. Mais globalement, c'est les températures chaudes qui ont prédominé. Et ce constat nous ramène toujours vers le changement climatique qui nous montre que c'est une hausse des températures qui s'opère un peu partout dans le monde. Vous savez que 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, ce qui s'avère être, disons, une des signatures du changement climatique. Et 2024 est bien parti. Maintenant, cette chaleur, pour la plupart du temps, dans nos zones sahéliennes, c'est l'harmattan qui nous ramène cette chaleur-là, c'est temps chaud et sec. Et l'harmattan qui nous ramène cette chaleur a tendance aussi, périodiquement, à soulever de la poussière vers le désert et le ramener au Sénégal, entre autres. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent, qui est lié plus ou moins aux températures très élevées que nous rencontrons actuellement un peu partout dans le monde. Et ces températures élevées résultent aussi du changement climatique que nous savons comme signature la hausse, vraiment, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la hausse des températures un peu partout dans le monde. Dernière question pour aller très vite. Cette poussière va durer jusqu'à quand? Et pour la fraîcheur, est-ce qu'il y aura peut-être un retour du froid? Wow. Bon, pour la poussière, c'est pratiquement jusqu'à jeudi allant vers vendredi. Donc, jusqu'à vendredi pratiquement. C'est à partir de vendredi que les particules de poussière vont s'évacuer carrément vers l'océan Atlantique et laisser Dakar et le reste du pays sous un ciel qui sera un peu plus clair que maintenant. Maintenant, concernant la fraîcheur, je pense que, disons qu'à la saison prochaine, disons, pour ne pas être trop alarmiste, cette année, vraiment, on ne s'attendait pas à avoir des coups de fraîcheur marqués. Et naturellement, c'est ce qui s'est passé.
Et la fraîcheur a d'habitude même se manifester entre décembre, janvier et février. On est vers la dernière décade de février. Et qu'au mois de mars, c'est